Bonjour, nous allons traiter dans cette vidéo le mécanisme de la contraction musculaire. Voyons tout d'abord la relation entre le potentiel d'action musculaire, le PA musculaire, et la contraction de la fibre musculaire. Ici, nous avons un document qui montre un myogramme d'une secousse isolée. On voit très bien. Donc là, nous avons la stimulation, puis il y a un temps de latence, et ensuite nous avons la contraction puis le relâchement. Donc voilà, on note bien la présence d'un temps de latence entre la stimulation et la contraction. Voyons maintenant un enregistrement simultané de l'électromyogramme et du myogramme d'une secousse musculaire isolée. On voit très bien qu'au niveau du temps de latence, on enregistre le PA musculaire. D'après cette étude, on va déduire que le PA musculaire précède la contraction du muscle. Il est localisé dans la phase de latence. Et donc, le PA musculaire, c'est lui qui induit la contraction du muscle. Passons maintenant pour expliquer les phénomènes biochimiques, thermiques et mécaniques de la contraction musculaire. On va tout d'abord voir l'ultrastructure de la contraction. Ici, nous avons un document qui montre un sarcomère au repos et un sarcomère contracté. On va comparer ces deux sarcomères. On va trouver qu'il y a eu, au cours de la contraction, une réduction des disques clairs. Aussi, la bande H va être rétrécie, mais pour la bande sombre, elle va garder sa même taille. On déduit alors que la contraction musculaire est due à un glissement des myofilaments d'actine fins entre les myofilaments de myosine épais. Voyons maintenant la dépense calorifique qui accompagne l'activité musculaire. Ici, nous avons une expérience qui a été faite sur une grenouille. Là, nous avons deux muscles. Ce muscle va être contracté suite à la stimulation de nerfs sciatiques qui lui est en relation. Et puis, ce muscle-là va rester en repos. On va comparer la température qui existe entre ces deux muscles-là. Là, nous avons les résultats obtenus. Ici, ce qui est en bleu, c'est la secousse musculaire isolée. Là, on remarque qu'au cours de la contraction, il y a une dépense de chaleur, c'est la chaleur de contraction. Aussi, au cours du relâchement, nous avons une autre chaleur qui va être libérée. Et là, on parle de la chaleur initiale. C'est la chaleur qui accompagne la secousse musculaire. Par la suite, après quelques minutes, on remarque aussi qu'il y a libération d'une autre chaleur, c'est la chaleur retardée. On déduit alors qu'au cours d'une secousse musculaire, le dégagement de chaleur se fait en deux temps. Une chaleur initiale qui se dégage pendant la secousse et une chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse. Voyons maintenant l'origine de l'énergie mécanique et calorifique de la contraction musculaire. On va commencer par la première activité. Dans cette activité, on va comparer un muscle au repos et un muscle en activité pour certains paramètres. Les paramètres sont le volume du sang qui traverse le muscle, la quantité de O2 utilisée, la quantité de CO2 rejetée, le glucose utilisé, les protides et les lipides utilisés. D'après ce tableau, on remarque très bien que le volume sanguin qui traverse le muscle est nettement élevé en cas d'activité par rapport au repos. Aussi, on remarque que la quantité de O2 utilisée augmente, la quantité de CO2 rejeté augmente, et aussi le glucose utilisé par un muscle en activité est nettement élevé en cas d'activité par rapport au repos. On déduit alors que le glucose va subir une dégradation par respiration cellulaire pour produire de l'énergie assurant le travail mécanique. Passons maintenant à la deuxième activité. Dans cette activité, on va voir la tension de la myofibrille en fonction du temps. Dans la première courbe, nous avons une augmentation de la tension de la myofibrille en fonction du temps en présence de CA2+ et d'ATP. En ajoutant
le salirgan, qui est un poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, on remarque qu'il y a une chute de la tension de la myofibrille, c'est-à-dire il y a blocage de la contraction musculaire. Voyons maintenant la deuxième courbe. Dans ce cas-là, nous avons une augmentation de la tension de la myofibrille en présence de Ca2+ et d'ATP, mais en ajoutant le chélateur, qu'il s'agit d'une substance qui fixe les ions Ca2+, inhibant ainsi leur action, il y aura une baisse brutale de la tension de la myofibrille. Ces deux courbes montrent qu'il y a une nécessité de l'ATP et de Ca2+ pour assurer la contraction musculaire. Donc voilà, la contraction musculaire nécessite le Ca2+ et l'ATP. Passons maintenant à la troisième activité. Dans cette activité, on va analyser trois expériences, les expériences A, B et C, qui sont réalisées sur des muscles de grenouille. À chaque expérience, le muscle est soumis à des stimulations électriques intenses de même durée. Le muscle A ne va subir aucun traitement. Le muscle B va être traité par une substance qui bloque la glycolyse. Le muscle C va être traité de façon à bloquer l'utilisation de phosphocréatine et de la glycolyse. Pour ce muscle, les contractions cessent à un certain moment malgré les excitations. Voyons maintenant les résultats. Donc ici, nous allons étudier quelques paramètres. Les paramètres sont le glycogène, le taux d'acide lactique, l'ATP et la phosphocréatine. Pour ces paramètres, nous avons le dosage avant la contraction. On va voir maintenant le dosage de ces paramètres après la contraction pour le muscle A qui n'a subi aucun traitement. On voit ici que le taux de glycogène a baissé, le taux d'acide lactique a augmenté, mais les taux d'ATP et de phosphocréatine ne changent pas. D'après cette expérience, on peut déduire que le glycogène constitue une source d'énergie dans la contraction musculaire et que l'augmentation du taux de l'acide lactique est due à la fermentation du glucose. Voyons maintenant l'expérience B, pour laquelle le muscle est traité de façon à bloquer la glycolyse. Pour ce muscle, on remarque que le taux de glycogène ne change pas, ainsi que le taux d'acide lactique et d'ATP. Mais le taux de phosphocréatine va diminuer. Et donc ici, il y a eu utilisation de phosphocréatine comme source d'énergie pour assurer la contraction musculaire. Passons maintenant à l'expérience C, dans laquelle on a bloqué l'utilisation de phosphocréatine et aussi on a bloqué la glycolyse. Là, on remarque que le taux de glycogène reste constant, de même l'acide lactique et aussi la phosphocréatine. Mais le taux d'ATP s'annule. Donc, pour ce cas-là, le muscle a utilisé toute la quantité d'ATP qui existe au niveau de ces fibres, et puis il n'y a pas eu une régénération de l'ATP qui a été utilisé. On déduit alors que la glycolyse et l'utilisation de la phosphocréatine sont indispensables à la régénération de l'ATP au cours de la contraction musculaire. Voyons maintenant un bilan qui concerne l'utilisation et la régénération de l'ATP au niveau des muscles. Donc, l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire pour fournir l'énergie assurant la contraction musculaire. Cette hydrolyse est catalysée par la myosine selon la réaction suivante. Donc, ATP plus H2O en présence de myosine ATPase va donner ADP plus P plus énergie. Et cette énergie, elle va assurer la contraction et aussi elle va être utilisée pour libérer la chaleur initiale. Cette quantité d'ATP qui a été utilisée va être régénérée. Cette régénération va se faire selon deux processus. Il y a une régénération rapide de l'ATP et là, ça va être en utilisant la phosphocréatine. Donc, ATP plus phosphocréatine en présence d'une enzyme va donner
ATP plus créatine plus chaleur initiale. Aussi, ADP plus ATP, en présence de la myokinase, va donner l'ATP plus l'AMP plus la chaleur initiale. Maintenant, il y a aussi une voie lente de régénération de l'ATP. Donc, le glycogène va subir une glycogénolyse pour donner le glucose, et ce glucose va subir une glycolyse pour donner l'acide pyruvique et 2 ATP par molécule de glucose. Donc, en présence de O2, il y aura la respiration cellulaire. Et là, l'acide pyruvique en présence de O2 va donner le H2O, CO2 et ATP plus une chaleur. Ça sera la chaleur retardée. Mais en insuffisance en O2, il y aura une fermentation lactique et l'acide pyruvique va être transformé en acide lactique. Voyons maintenant le modèle de fonctionnement du sarcomère à l'échelle moléculaire. Au repos, les myofilaments d'actine et de myosine sont détachés et les sites de fixation sont masqués par une protéine. Au niveau de la tête de myosine se fixe une molécule d'ATP. Suite à l'arrivée d'un PA musculaire, il y aura normalement une contraction. Donc, ce PA musculaire va provoquer une sortie d'ion Ca2+, du réticulum sarcoplasmique, ce qui va provoquer le démasquage des sites de fixation. Il y aura attachement d'actine et de myosine. L'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie, ce qui va provoquer le pivotement des têtes de myosine et puis le glissement d'actine entre les myofilaments de myosine. Au cours du relâchement, il y aura un retour des ions calcium vers les citernes de réticulum sarcoplasmique, détachement d'actine de myosine et redressement des têtes de myosine et fixation de nouvelles molécules d'ATP. Retour d'actine à la position initiale et masquage des sites de fixation. Donc, au repos, les filaments d'actine sont détachés des filaments de myosine. L'ATP est fixé sur la tête de myosine. Au moment de la stimulation, le Ca2+ libéré se fixe sur les filaments d'actine et démasque les sites d'attachement actine-myosine, ce qui permet l'attachement des têtes de myosine sur les filaments d'actine. L'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie, ce qui entraîne le mouvement des têtes de myosine vers la ligne M, centre du sarcomère, d'où le glissement des filaments d'actine et le raccourcissement du sarcomère. Les ions Ca2+ sont réabsorbés activement grâce à l'ATP. La myosine se détache de l'actine. Les sites d'attachement actine-myosine sont de nouveau masqués. Et enfin, le sarcomère revient passivement à sa longueur initiale. Ce retour est dû à la contraction du muscle antagoniste. Cette vidéo est finie. Pour recevoir la vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Merci de votre attention.